D'un parcours classique, école de commerce puis monde de la pub à artiste, en passant par consultante en développement durable, Pascale Guilloux nous raconte sa vie pro, faite de plusieurs virages à 180 degrés et de sa conception du métier d'artiste. Ben oui, artiste, c'est un métier. Cet épisode est spécialement pour toi si tu te sens aspiré par la créativité, mais que tu te dis que ça ne peut pas être ton job. Bienvenue dans cet épisode de Travail et moi. Comme toujours, pas de conseils prêts à consommer ou d'injonctions, mais un récit de vie professionnelle, un parcours, une histoire où puiser ce que tu veux en fait. Je suis Sarah, consultante de carrière. J'accompagne dans leurs projets les femmes qui veulent réussir selon leurs propres termes. Si cet épisode te plaît, n'oublie pas de laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée et de le partager autour de toi. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Pascale Guilloux. Bonjour Pascale. Bonjour Sarah, Comment vas-tu Pascale aujourd'hui? parfaitement bien. Ok. Donc je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux te présenter sans dire ce que tu fais? Alors, je suis une femme de 51 ans, française. Je viens de Brest, en Bretagne. J'ai deux enfants, 20 ans et 17 ans. J'habite aux Pays-Bas depuis 20 ans. Maintenant, je suis mariée à un Néerlandais et j'habite près de Utrecht. Tu vis aux Pays-Bas depuis 20 ans et quand tu es venue t'installer aux Pays-Bas, quelle était la raison? C'était parce que ton mari est néerlandais ou tu es venue avant de le rencontrer? Non, je suis venue parce on habitait ensemble à Paris et que il a eu une opportunité professionnelle. Et que moi, j'étais à un moment où j'étais en transition professionnelle également. Donc, ça tombait bien. Et donc, on est venu avec notre premier enfant. Et on est arrivé à Amsterdam pour commencer des carrières nouvelles tous les deux. Et tu dis que tu étais en transition professionnelle, tu étais en transition entre quoi et quoi à cette époque? Alors, je travaillais dans la pub à Paris, chez Publicis. Et j'ai travaillé 5 ans. Et j'étais arrivée à un point où je me posais vraiment des questions sur ma contribution en tant que publiciste. Et ça commençait à gratter en fait. Voilà, donc je voulais avoir vraiment un impact, voilà, travailler pour apporter une contribution, avoir un travail qui ait du sens. Donc j'avais décidé en fait de quitter mon travail et ça tombait juste en fait après la naissance de mon enfant. Donc c'était un rythme, voilà, le rythme de la publicité ne me convenait plus vraiment. Donc j'avais décidé en France de suivre une formation universitaire vraiment donc scientifique, environnementale. Et j'ai eu la chance, en fait, quand mon mari a eu cette opportunité aux Pays-Bas, de trouver une formation équivalente à Amsterdam. Donc j'ai fait un master à l'Université libre à Amsterdam en gestion des ressources environnementales. Voilà, donc un switch complet du monde de la pub à des préoccupations environnementales. Et tu as dit que ça grattait sur ton poste dans la pub. Qu'est-ce qui te posait question en fait à ce moment-là? Ce qui me dérangeait, c'était d'une part en fait le fait que le rythme était vraiment effréné, euh, que mon application devait être absolue. Donc, on m'avait dit très clairement après la naissance de mon enfant, soit je reviens en temps complet et mon application est entière comme elle l'avait été, ou bien je peux décider de quitter. Voilà, donc c'était un peu, voilà, les bases étaient posées. Et par ailleurs, en fait, donc je travaillais pour un gros compte L'Oréal, L'Oréal Paris, et je travaillais à la coordination internationale. Et j'avais un rôle commercial, mais de production également, et voilà, de création de spots publicitaires pour L'Oréal dans des zones comme l'Asie, euh, pour pousser, par exemple, des produits comme de la coloration pour les cheveux. Et je me disais, en fait, je me demandais vraiment pourquoi, par exemple, on essayait de demander, d'influencer, par exemple, les femmes indonésiennes
à se colorer les cheveux pour suivre des standards européens qui allaient nourrir des grosses entreprises. Donc il y avait vraiment une réflexion euh, presque existentielle sur la valeur de ce que j'apportais. Alors c'était un travail vraiment passionnant, une équipe de collègues soudés, on a vraiment on travaillait à fond et on rigolait aussi beaucoup. Mais c'est vrai que ça me nourrissait plus ce que je voulais vraiment faire dans ma vie, voilà ce que je voulais apporter au monde en fait. Bon, c'est très idéaliste, c'est très idéaliste, mais c'était vraiment un moteur pour moi pour faire une conversion professionnelle. Et simultané ou proche en tout cas de la naissance de ton premier enfant. Donc il y avait l'aspect purement organisationnel où l'entreprise en gros t'a dit tu fais comme si tu n'avais pas d'enfant ou alors tu t'en vas. Mais est-ce que justement par rapport à ce questionnement existentiel, le fait de devenir parent, ça a aussi joué dans ta prise de conscience? Ça a joué, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours recherché, je pense, lors de mes études également. J'ai fait en sorte de faire partie d'associations qui avaient une visée de coopération, d'entraide ou à un niveau international. Donc c'est quelque chose que j'ai en moi, je pense, depuis très longtemps, qui vient aussi de mon éducation. Voilà, donc c'est vrai qu'après, pendant mes études, je suis allée en école de commerce parce que c'était une voie qui me paraissait appropriée, que je pouvais le faire, voilà, et que je me suis vraiment amusée aussi. Donc j'ai un peu suivi le chemin qu'on m'avait proposé et que je trouvais intéressant. Mais à un moment, effectivement, oui, ma conscience environnementale a un peu commencé à se réveiller et à me dire que ce que je faisais n'était pas forcément ouais, ce que je souhaitais vraiment faire. Et donc à ce moment-là, vous arrivez à Amsterdam et toi tu reprends des études. Donc c'est des Mhm. études qui consistaient en quoi exactement? Alors, c'est un master scientifique sur la gestion des ressources environnementales. Donc, c'est-à-dire qu'on était amené à parler du changement climatique, de la ressource, de la gestion des eaux, la gestion de l'environnement naturel, qui est quand même très spécifique aux Pays-Bas. Il y avait de l'économie, de la biologie. Bon, voilà, j'ai vraiment acquis des bases pour comprendre en fait les enjeux environnementaux sous différents aspects et avec un background scientifique. Donc je n'avais pas du tout acquis pendant mes écoles de commerce, donc ce sont vraiment des études complètement différentes. Et c'est vrai que c'était aussi un switch que d'avoir une approche scientifique pour, euh, pour parler d'un sujet en fait. Mais ce qui était bien, c'est que j'ai pu en fait pendant cette formation sur un stage, puisque c'était demandé, et j'ai pu rentrer après ce stage dans un petit cabinet de consulting en environnement. Donc ça m'a permis en fait de tout de suite mettre un pied dans le monde du travail. Ouais, c'était ma question suivante, c'était du coup, est-ce que toi, ça t'a permis de déboucher sur une activité? Donc, c'est le cas. Et du coup, ça consistait en quoi exactement cette activité de conseil? Alors, j'ai travaillé pour un petit cabinet de conseil de 20 personnes qui était basé sur Amsterdam et qui travaillait avec des entreprises et les institutions néerlandaises pour mettre à jour des projets dans différents axes. Moi, plus particulièrement, je travaillais sur les chaînes agricoles entre les Pays-Bas et ça peut être des pays qui sont francophones ou des pays asiatiques. Donc, j'ai travaillé sur les chaînes de cacao ou les chaînes d'approvisionnement des épices, donc plutôt en Asie. Et donc, mon rôle était de faire en sorte d'apporter un conseil aux entreprises qui avaient reçu une subvention de l'État néerlandais pour voir de quelle manière, eux, à leur niveau, ils pouvaient changer leur pratique d'approvisionnement tout en me reliant à des partenaires locaux pour voir effectivement ce qui était possible de mettre en place à un niveau vraiment pragmatique. Et quand tu as commencé à avoir cette activité, donc est-ce que tu as eu l'impression que mais tu étais arrivé à un endroit qui était un objectif pour toi? Oui, oui, tout à fait. Et c'était vraiment satisfaisant de savoir que je pouvais contribuer oui, à générer d'autres perspectives.
au sein du milieu corporate. Après, c'est vrai que j'ai recommencé quand j'avais 32 ans, donc une nouvelle carrière. Ce qui est un peu compliqué à gérer, c'est effectivement qu'on arrive dans un domaine qui est vraiment très pointu. Enfin, on s'improvise pas consultant en développement durable. Et il y avait des gens qui étaient sur le terrain depuis 15-20 ans et qui avaient justement une expertise terrain que moi, je n'avais pas. Donc, il fallait un peu gérer cette différente expérience. Donc, c'était un peu, voilà, compliqué, mais ça veut dire que ça me demandait beaucoup de travail pour le faire, sachant que je travaillais également 3 jours par semaine, hein, un peu le standard néerlandais pour les femmes. Euh, voilà, mais alors c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup apporté. J'étais vraiment satisfaite de pouvoir être en relation avec des entreprises comme Emma, par exemple, ou Bijenkorf, pour essayer de voir de quelle façon ils pouvaient améliorer leur process. Après, c'est vrai qu'il y avait toujours ce côté idéaliste chez moi, qui essaie d'observer mon rôle en me disant, OK, je suis en train de faire en sorte que les producteurs locaux, par exemple, s'adaptent aux besoins des grosses entreprises néerlandaises ou européennes. Donc il y a toujours un petit côté où je me dis, est-ce que effectivement on le fait pour eux ou est-ce qu'on le fait pour nous? Voilà. Mais après, ce sont des questions qui sont, je pense, qui sont intéressantes de se poser. Voilà, mais après, on peut pas non plus, hein, on peut pas être complètement idéaliste et se dire que si tout n'est pas pur et parfait, on ne passe pas à l'action. Je pense que le fait de faire des actions et d'avancer dans la prise de conscience est toujours utile. Et ce côté que tu as de toujours t'observer toi-même en train de travailler, en te disant finalement quel est le but de ce que je suis en train de faire et quel est l'impact que j'ai, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu ou ça s'est développé avec le temps? Alors, ça s'est développé avec le temps. Parce que maintenant, si je regarde en fait à ma trajectoire, j'observe que hein, le fait de faire une école de commerce, d'entrer dans des boîtes, des grosses boîtes corporate, en fait, n'était pas, enfin, c'était un choix dans le sens où je me disais, bah oui, je vais jouer le jeu de la personne qui sort d'école de commerce et que je vais être une businesswoman, je vais essayer de gagner de temps, etc. Donc on est un peu dans un schéma qu'on apprend en école de commerce, voilà. Et donc j'ai suivi un peu ce jeu-là et je me suis rendu compte que c'était pas forcément, ça me nourrissait pas en fait. Euh, donc voilà, mais c'est pas quelque chose d'immédiat en fait. J'étais très très contente de travailler dans la pub, c'était hyper intéressant. Voilà. Mais c'est vrai que peut-être avec l'âge, on observe plus ce qui se passe, on a plus de recul, on observe aussi peut-être les gens qui sont plus âgés, hein, et on voit de quelle façon ils travaillent ou de quelle façon ils vivent, et on se dit, est-ce que je veux aller dans ce sens-là? C'est-à-dire, est-ce que je veux construire toute une carrière et avoir tel poste à tel niveau et gagner tant? Ouais, je sais pas. Non, ça ne me fascinait plus en fait. La fascination que j'avais en sortant d'école de commerce avec ses ambitions, cette motivation pour avoir un poste important. Voilà, c'était plus aussi fascinant qu'à ma sortie d'école. Mm. Et aujourd'hui, je sais que tu ne travailles plus dans ce secteur-là, donc le switch d'après, il s'est passé quand et comment? Alors, il s'est passé un peu abruptement, c'est-à-dire que j'ai travaillé 5 ans dans ce cabinet de consulting et j'ai eu un accident. Je suis tombée sur la tête, mais vraiment typique, un accident de vélo, donc typique hein, de ce qui se passe aux Pays-Bas. Et j'ai eu un traumatisme crânien qui a duré pendant à peu près 3 ans. Donc pendant cette période, j'ai été aidée pour la réintégration en entreprise, mais j'avais des troubles de concentration, des vertiges, etc. Donc au bout d'un moment, j'ai dû en fait accepter que je ne pourrais plus refaire ce travail, que je ne serais plus employable euh, dans un, dans un contexte un peu normal. Puisque j'avais encore besoin, 2 ans après, 3 ans après, j'avais encore besoin vraiment de me reposer, de faire des siestes pour recharger mon cerveau qui était en permanence sollicité. Donc voilà, donc j'ai un peu j'ai un peu fait le deuil de cette carrière que j'avais vraiment désirée, mais bon, je n'avais pas le choix et donc ça a été un peu compliqué, je l'avouais. Donc j'ai été suivie par un coach. C'était vraiment beaucoup de travail, un peu compliqué, hein, puisque c'était pas un choix, c'était pas vraiment pas un choix de quitter le milieu de l'environnement.
Et en fait, ce qui a vraiment fait le déclic pour me relancer dans un nouveau trajet, c'est quelqu'un qui m'a posé la question, mais Pascal, si tu pouvais faire tout ce qui était possible, que ferais-tu? Et en fait, sans réfléchir, j'ai répondu, en fait, j'adorerais m'acheter un Mac, donc un computer Mac, euh, et commencer à bidouiller. Et en fait, l'idée que j'avais, c'était que je voulais un peu faire le travail que j'avais vu dans la publicité, c'est-à-dire les créatifs qui sont derrière leur Mac et qui font de la retouche photo, qui font de la vidéo, etc. Parce que j'ai passé énormément de temps, en fait, à regarder également ce qu'ils faisaient, à comprendre comment ça marchait. Et donc, cette réponse était vraiment complètement spontanée et elle m'a surprise moi-même. Mais en fait, du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai enchaîné ma troisième carrière. Je me suis acheté un Mac et j'ai fait des petites formations, alors des formations courtes, parce que je n'étais pas forcément à même de vraiment faire des formations longues, étant donné mon niveau de santé. Un en graphic design et l'autre en illustration. Et petit à petit, j'ai commencé à travailler, voilà, parce que j'avais répondu à une offre sur Internet pour faire une illustration. Et puis, ça m'a donné confiance, mais c'était un trajet assez laborieux, dans le sens où j'étais hyper contente de faire ce que j'avais à faire, mais c'était vraiment sans filet. C'est-à-dire que j'avais tout à découvrir, tout à apprendre, aucun client. Donc, voilà, un nouveau début. Et cette activité créative, pardon, c'est quelque chose que tu avais eu dans ta jeunesse, pendant tes études, ou d'un seul coup, tu t'es dit, j'ai envie d'avoir une activité créative? Alors, j'aimais beaucoup dessiner quand j'étais jeune. J'ai pris des cours de dessin, de peinture. J'aurais voulu faire un bac créatif, mais voilà, on m'avait conseillé de le faire, de ne pas le faire, puisque j'avais des capacités pour suivre une autre voie. Donc voilà, et puis comme j'étais disciplinée et que je me disais bah, pourquoi pas, que j'avais pas forcément d'idée concrète non plus de ce que je pouvais faire avec un bac culturel et créatif, je me suis dit ok, pourquoi pas, je suis la voie corporate. Donc, et je pense que oui, je le regrettais un peu, mais c'est pas quelque chose qui m'a vraiment bougé ou tracassé pendant toutes ces années. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est revenu euh, tout à coup, en fait, parce que j'étais vraiment dans une position de me dire, il faut, pour que je puisse recommencer à faire avoir une activité, il faut que je trouve quelque chose qui ait du sens et qui me donne de l'énergie. Donc, quand j'ai recommencé, c'était vraiment pas pour avoir des clients ou pour monter un business, c'était juste pour me dire, OK, je fais quelque chose qui me donne de l'énergie, dans lequel je pense que je peux me développer, qui va oui, qui va me satisfaire. Voilà, donc c'était vraiment la base pour moi. Et effectivement, comme ça me plaisait, comme je sentais que j'avais pas du talent, mais que j'avais une capacité à développer la créativité, donc forcément, ça m'a passionnée pour suivre ces formations. Et ouais, je me suis vraiment beaucoup investie dans ces formations d'un an. J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, ce que tu as dit. J'avais pas un talent, comme si c'était un peu trop de dire j'ai du talent, mais en fait, tu as quand même construit ton activité sur ta capacité à créer et à illustrer, etc. Donc, pourquoi est-ce que tu peux pas, pourquoi est-ce que tu dis pas j'avais un talent pour ça et je me suis éclatée à réaliser mon talent? Ah, bonne question. Mais je pense que c'est le syndrome de l'imposteur, si tu veux, qui revient. C'est-à-dire que je l'avais eu pendant ma première transition, hein, quand je travaillais en tant que consultante. Et en fait, le fait de recommencer euh, à nouveau, bah, ce syndrome, il est venu parce qu'effectivement, quand il faut commencer à travailler pour des projets, pour des clients, il y a un problème de légitimité. C'est-à-dire que, si tu veux, la créativité, je pense que je l'ai. En travaillant chez Publicis, j'avais appris énormément de choses aussi au niveau créatif, au niveau visuel. Donc, ce bagage, je l'avais. En revanche, si tu veux, au niveau technique, au niveau du dessin technique, au niveau de la connaissance des logiciels, qui est quand même très importante, j'avais beaucoup, beaucoup à apprendre. Donc voilà, et encore maintenant, je suis pas au niveau, par exemple, dessin réaliste, je suis pas je suis pas très bonne, et ça va en fait. Maintenant, je suis arrivée à un point où je me dis, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'avoir ce bagage obligatoire pour développer ma créativité et pour faire quelque chose qui me plaît. À un moment, j'ai décidé d'arrêter avec le graphic design parce que j'avais vraiment envie de développer
une activité plus créatrice, plus créative. Donc, j'ai coupé mon activité de graphic design et j'ai en fait décidé de me consacrer uniquement à l'illustration. Voilà. Et en fait, les clients que j'avais auparavant, c'est des petits clients, donc pas forcément des projets récurrents, m'ont quand même permis parfois de faire de l'illustration. Et au fur et à mesure, j'ai pu avoir des clients de plus en plus importants, y compris des boîtes de publicité qui m'ont contacté, par exemple de Londres, depuis Londres ou depuis les États-Unis, donc pour travailler sur des projets de plus en plus gros. Et donc, j'ai eu vraiment des très, très beaux budgets. Euh, voilà, dans lequel j'étais absolument à l'aise, puisque c'est vrai que la relation client pour moi était vraiment tout à fait dans mes cordes et que je pouvais vraiment anticiper ce qu'il voulait. Euh, voilà. Et après, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Corona, eh ben, c'est vrai que tous les budgets de communication et marketing ont été réduits et donc mes clients se sont un peu envolés. Donc, c'était un peu difficile pour moi. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place à partir du moment où ces projets se sont arrêtés? Alors, pendant la période de tranquillité professionnelle, qui n'était pas voulu, mais alors c'est vrai que je me suis un peu repliée dans ma bulle à la maison aussi, puisque j'avais deux enfants, deux ados à gérer ou en tout cas à soutenir dans cette période qui était très très compliquée pour eux. Donc c'est vrai que j'ai mis mon activité professionnelle un peu en recul et c'était pas vraiment grave. Voilà. En revanche, je me suis dit, puisque j'ai plus de clients et que j'ai plus de revenus, puisque personne ne m'attend, en fait, je vais essayer de travailler pour moi-même, en fait. Donc, je vais vraiment aller dans le dessin artistique, c'est-à-dire des projets non sollicités, mais qui me tiennent à cœur. Donc, essayer de voir ce que j'ai à l'intérieur quand personne, en fait, ne me demande de travailler sur un projet particulier. Et donc, j'avais un studio, de toute manière, depuis quelques temps, donc j'ai pu garder pendant la période de Corona. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à expérimenter beaucoup sur du dessin. Donc, je reprenais un peu le style que j'avais développé pour des clients, c'est-à-dire beaucoup de dessins à la ligne, noir et blanc, assez minimaliste, assez graphique. Et donc, voilà, je l'ai fait sur du grand format, à l'encre ou à la peinture, sur des grands papiers en craft. Donc, c'était vraiment expérimental. Et c'était juste pour voir ce que je pouvais développer au niveau artistique. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement de pouvoir comme ça créer en toute liberté? Alors, il y a un côté très grisant, voilà, de pouvoir s'autoriser à faire uniquement ce qu'on veut, voilà. C'était un vrai luxe. Également parce que mon partenaire continuait à pouvoir contribuer financièrement, hein, donc j'ai pu aussi me dire que j'avais droit à cette petite pause en termes de revenus financiers. En revanche, c'est vrai que voilà, recommencer à nouveau et ne pas savoir du tout vers quoi aller, c'est un peu aussi déstabilisant. Hein, puis avoir un statut de freelance, voilà. Donc j'ai vraiment, je me suis vraiment amusée, je me suis autorisée à, à essayer beaucoup de choses, sans savoir ce que ça allait produire, sans savoir si j'allais pouvoir vendre. Donc j'ai effectivement créé un compte Instagram euh, que j'avais déjà depuis longtemps, hein, depuis sur mon activité professionnelle, où j'ai commencé à montrer ce que je faisais. Voilà, donc c'était un pas assez important. J'ai un peu l'impression de me mettre à nu et de me dire voilà, c'est un petit peu ma tambouille personnelle. Et, euh, et voilà, c'était développé comme ça en fait. Je me suis associée avec d'autres artistes pour, par exemple, faire des expositions, pour louer des salles, pour inviter des gens. Donc, c'était des projets vraiment autonomes. Donc, ils m'ont permis de vendre un peu. Voilà, donc c'était pas forcément florissant. Voilà, et puis à un moment, effectivement, comme il n'y avait pas ce revenu financier, c'était un peu compliqué pour moi de savoir si je devais continuer à une carrière artistique ou si je devais justement reprendre une carrière plus tracée, avec des revenus qui seraient plus réguliers. Et donc ça m'a amené un peu à avoir une crise une crise il y a un an et demi à peu près, et me demander, ok, qu'est-ce que je fais? Je continue ou j'arrête?
Et donc, je me suis dit que j'allais me donner la chance de me professionnaliser au niveau artistique, et j'ai postulé pour une école, en fait, vraiment sur un coup de tête, l'Académie Rietveld à Amsterdam. Voilà, et ça s'est passé très vite, puisque la semaine d'après, j'ai eu un entretien online. Après 2 semaines, j'avais des entretiens sur place. J'ai apporté tout ce que j'avais en magasin, donc c'est de la céramique, du papier, de la peinture, etc., de la vidéo, donc des choses que j'avais fait aussi de façon autonome dans mon atelier. Et donc voilà, j'ai été prise. Donc c'était vraiment pour moi ouais, un soulagement et une reconnaissance très importante. Donc il y a un an, j'ai recommencé une formation part-time à Amsterdam pour 5 ans. Donc si je finis, et j'ai vraiment l'ambition d'aller jusqu'au bout, j'aurai un bachelor, donc effectivement la même formation que les jeunes commencent à 18 ou 20 ans, mais sur 5 ans. Voilà, puisque c'est en temps partiel. Donc aujourd'hui, ton activité, du coup, parce que les études, c'est part-time, et donc ton activité, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Alors, parallèlement, en fait, quand j'ai eu la réponse de Rietveld, j'ai aussi la chance d'avoir un coup de fil d'une galerie qui est basée à Londres, qui m'a appelée pour me demander si elle pouvait me représenter. Donc c'est vraiment tombé du ciel, enfin via des personnes que je connaissais, qu'elle a découvert mon travail par des travaux de commissionnés que j'avais fait pour d'autres personnes. Et en fait, donc c'est une galerie qui est basée à Londres et qui a des antennes également à Hong Kong. Donc régulièrement, elle expose mon travail pour une clientèle qui a de l'argent, voilà. Et donc ça me permet d'avoir des revenus plutôt réguliers. Alors c'est pas immense, mais ça me permet d'avoir une base, hein, qui permet de payer mes frais, mon studio, etc. Et donc par ailleurs, j'expose encore de temps en temps, mais je dois dire que l'activité, enfin les devoirs que je dois faire pour l'école prennent une place très importante. Donc c'est vrai que mon travail personnel, c'est-à-dire maintenant je fais de la peinture abstraite, je dois essayer de le caler dans mon agenda quand je ne suis pas en train de lire des livres pour l'école, ou je ne suis pas en train de faire des projets, des vidéos, du son, des choses comme ça. Donc c'est un peu, voilà, il faut un peu que je jongle entre ce que l'école exige en termes d'application et ce que je souhaite, moi, développer de mon côté. Tout à l'heure, on parlait du syndrome de l'imposteur. À quoi ça te renvoie quand une galerie londonienne te contacte pour te représenter en Europe, à Hong Kong et partout? Ouais. Alors, c'est une grande surprise, si tu veux. D'autant plus que c'est une galerie qui a vraiment des grands noms. Donc moi, je ne fais pas partie des grosses pointures, mais je fais partie des artistes émergents. Donc, écoute, donc c'est une validation. C'est très agréable, mais c'est vrai qu'à un moment, notamment pendant la période de Corona, si tu veux, j'avais un intitulé sur mon compte Instagram où je disais j'étais encore illustratrice commerciale, etc. Et comme je faisais plus d'illustration, mais que je faisais vraiment du dessin artistique, j'ai eu aussi l'impulsion de me dire, bah, en fait, Pascal, tu es tout seul dans ton studio, tout le monde est un peu recroquevillé dans sa bulle à cause du lockdown. Donc, tu adores ce que tu fais, mais personne ne va commencer va venir te dire, bah, Pascal, maintenant, tu as le droit d'être une artiste. Donc, je me suis dit, bon, ok, Pascal, tu vas te donner le titre toi-même. Donc, j'ai changé l'intitulé sur mon compte Instagram. Et je me suis dit, voilà, c'est bien. C'est bien. Donc, si tu veux, après, c'est vrai, hein, être un artiste, euh, oui, c'est pas vraiment un titre, c'est pas vraiment un diplôme. Je pense que c'est quelqu'un qui se voit artiste ou qui est jugé comme artiste. Mais c'est une notion qui est tellement subjective, quelque part, que maintenant, je suis relativement à l'aise de me présenter en disant, je suis une artiste. Voilà. Sans complexe. Donc voilà. Pour ce que ça veut dire aussi. Mais je l'assume, donc c'est bien. Je suis très consciente que mon activité professionnelle, et j'y tiens vraiment, doit me permettre de gagner un salaire. Donc pour moi, le fait que l'art ne doit pas être commercial, pour moi, c'est pas un débat. L'art doit servir, doit faire plaisir aux gens. Donc le fait de vendre des tableaux, pour moi, c'est vraiment un passage essentiel aussi qui valide le fait que je suis une artiste et que je ne suis pas dans mon coin à faire des petits gribouillis ou qui me plaisent. J'ai cette exigence-là.
tourné sur ton compte Insta en préparant cet entretien et j'ai vu en effet les dessins que tu faisais de lignes, etc., qui étaient, je pense, majoritairement des femmes. C'était un art qu'on aurait pu qualifier de féministe dans ton approche et puis dans aussi ce que ça représentait. Maintenant, tu fais des paysages abstraits, du coup, et tu l'as dit toi-même, tu sais pas ce que tu feras plus tard, tu sais pas ce que ça va donner après la Rietveld et tout ça, mais pour toi, ça serait quoi un art engagé ou un art qui sert à quelque chose? D'ailleurs, est-ce que l'engagement est une façon de servir à quelque chose? Bonne question. Pour moi, j'ai vraiment cette culture d'engagement, en fait. Ah, ça vient de mes parents aussi, donc c'est pour moi, c'est l'impact qu'on a sur le monde ou sur la société, c'est vraiment une façon de se définir, hein, d'être du bon côté peut-être des gens, je sais pas. Mais effectivement, alors je suis les grands thèmes qui me préoccupent et pour lesquels je peux dire quelque chose, hein, j'ai une légitimité pour parler, c'est le féminisme et l'environnement. Il y a d'autres causes, mais je me sens moins à l'aise pour en parler parce que je me sens pas forcément touchée, si touchée, mais pas dans un sens direct. Et effectivement, ces préoccupations-là, ce sont des thèmes sur lesquels je travaille actuellement. Donc, on a toute une année, par exemple, de réflexion sur l'art et l'écologie. Et donc, ça veut dire que au sein de l'école, je travaille, par exemple, sur des rapports ou sur des vidéos, sur des moyens d'être en interaction avec les gens pour leur faire prendre conscience de certains sujets et les amener à une réflexion ou leur faire passer une émotion. Mais c'est vrai que quand on est au niveau de l'art, on a une position très différente que quand on est sur le terrain à interpeller des politiques ou faire de la communication vraiment directe vers une cible. Là, c'est un moyen plus détourné, mais pour moi, c'est vraiment important de voir de quelle façon je peux avoir ce message également et je peux le porter. Tout à l'heure, tu as parlé de l'engagement et tu as dit c'est probablement quelque chose qui vient de mes parents. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que l'engagement, c'était quelque chose qui était dans ta famille depuis longtemps? Est-ce que tu as commencé très jeune à vouloir t'engager aussi? Alors, oui, mon père et ma mère venaient d'un milieu relativement modeste, agricole breton. Et mon père était vraiment engagé pour des coopératives de petits producteurs en Bretagne. Donc c'est vrai qu'il y avait une éthique très très forte. Et on avait beaucoup de discussions à la maison. Je sais que quand je revenais à la maison manger, parce que j'allais pas à la cantine, en permanence, enfin à 1 heure, on écoutait France Inter et on discutait ensuite de l'actualité. Donc j'avais vraiment une conscience de ce qui se passe dans le monde et du fait qu'on doit être euh, actif dans la société. Voilà. Et donc, j'ai été amenée à m'engager pour différentes causes. Mais alors, encore une fois, je pense que je suis plus quelqu'un qui suis introverti. Donc, je vais pas aller sur brandir des drapeaux ou voilà. Je serai jamais porte-tête d'un mouvement. En revanche, je soutiens encore maintenant des causes que je trouve importantes. Parfois, c'est financièrement, parfois, c'est en voyant des mails dans tous les sens pour faire bouger les choses, pour faire bouger les lignes. Mais c'est vraiment quelque chose qui me nourrit également, de m'engager. On arrive à la fin de cet entretien et que j'ai trouvé vraiment passionnant pour le rapport entre l'art, le travail et la volonté de créer et d'engagement aussi, parce que c'est pas forcément des choses qu'on associe. Souvent, on voit l'art comme étant quelque chose un peu dans une tour d'ivoire déconnectée de la réalité du terrain. Et donc, je vais te poser la question que je pose aussi à tous mes invités et que tu interprètes vraiment comme tu l'entends. Si c'était à refaire, Ouais. Alors, j'ai toujours ce regret de ne pas avoir commencé plus tôt l'art. Euh, voilà. Mais je sais pas en fait. Je sais pas si ça sert à grand-chose d'avoir ce regret-là. Je pense que j'ai suivi une autre trajectoire parce que ça me correspondait aussi. Et je pense que j'ai été formatée par d'autres expériences qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui et à me dire, voilà, j'ai 51 ans et j'ai peut-être, je sais pas, 10 ans, 20 ans pour expérimenter plein de choses sans filtre, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas quand on est
jeune artiste ou quand on est lancé comme ça dans le monde de l'art quand on est jeune. Donc je me donne vraiment cette liberté de me dire, voilà, tout est possible, voilà, au niveau de l'expérimentation. Et j'ai aussi cette conscience de mon art a une valeur, donc les tableaux que je produis, ils ont un prix, et j'ai aucun complexe à dire, effectivement, mes tableaux valent ce que vaut un tableau dans une galerie, donc voilà. Donc je sais pas, en fait. Je suis vraiment à l'aise avec mon parcours, qui n'a pas été linéaire et qui a été parfois compliqué, mais je suis vraiment hyper à l'aise et fière, en fait, de me dire, voilà, en fait, j'arrive à me dire que je suis bien à ma place actuellement, sans, sans trop écouter le petit syndrome de l'imposteur. Donc, non, c'est bien. Je suis contente. Super. Merci beaucoup, Pascal, pour ton temps et pour cet entretien. Merci, Sarah. Et j'espère à bientôt, du coup. À très bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Laisse-moi un commentaire, envoie-moi un email, dis-moi ce que t'en penses. Et à bientôt!